va donc parler de l'étude descriptive des écoulements autour des obstacles. Et pour ça, on va rappeler la notion de nombre de Reynolds associée à l'équation de Navier-Stokes. On va parler de l'écoulement dans une conduite cylindrique et de l'influence de ce nombre de Reynolds sur la nature de cet écoulement laminaire ou turbulent. On va parler de couches limites autour des obstacles et de la notion d'écoulement parfait. Quand est-ce que ça a une validité de parler d'un écoulement parfait? On va parler de la force de traînée sur une sphère en fonction là aussi du nombre de Reynolds. Et on va parler des conditions limites sur les obstacles suivant qu'on prend un fluide parfait ou qu'on tient compte de sa viscosité. Donc on commence tout de suite avec la définition importante du nombre de Reynolds. Pour étudier les propriétés d'un écoulement autour d'un obstacle, on a très souvent besoin de comparer plusieurs termes de l'équation de Navier-Stokes. Donc je ne démontrerai pas ici l'équation de Navier-Stokes, je la rappelle simplement. Donc ρ fois la dérivée particulière de la vitesse, l'accélération locale, l'accélération convective, donc qui caractérise le transport qu'on appelle convectif de quantité de mouvement, c'est-à-dire que le fluide emmène avec lui sa quantité de mouvement dans son déplacement. Donc c'est un bilan de force, ρ fois cette accélération, donc c'est la somme des forces volumiques qui s'appliquent sur la particule de fluide, donc l'équivalent volumique des forces de pression, l'équivalent volumique du poids et l'équivalent volumique des forces de viscosité. Alors très souvent autour d'un obstacle, en fait, il y a une compétition entre le caractère diffusif de la quantité de mouvement par la viscosité, je vais rappeler tout de suite son origine, et le transport convectif. Et la question, c'est très souvent de savoir, est-ce que c'est la viscosité qui l'emporte? Est-ce que c'est le transport convectif ou inertiel de quantité de mouvement qui l'emporte? Ou est-ce qu'il y a un équilibre entre les deux? Et on va voir que toutes les situations peuvent se présenter. Alors, d'abord, un petit rappel, pourquoi est-ce qu'on dit que la viscosité se comporte comme un terme de transfert diffusif de quantité de mouvement? Je te rappelle peut-être l'écoulement de Couette-Plan, donc une plaque plane immobile et une plaque animée d'une vitesse V. Donc en régime permanent, on a un profil linéaire de vitesse, c'est-à-dire que les particules adhérant à la paroi du haut, elles vont avoir sa vitesse, en bas elles ont une vitesse nulle, et donc on a un gradient transversal de vitesse par rapport au sens de l'écoulement, et donc on comprend bien que les particules qui sont là entraînent celles qui sont en dessous, et donc c'est pour ça qu'on caractérise la viscosité comme étant cette force de frottement soit entre les parois et le fluide, soit même entre les couches de fluide entre elles, qui s'entraînent les unes les autres. Et donc la quantité de mouvement se diffuse perpendiculairement à l'écoulement. Alors, pour quantifier cette compétition entre inertie, viscosité, transfert convectif, transfert diffusif de quantité de mouvement, Reynolds a introduit un nombre sans dimension qu'il n'appelait d'ailleurs pas Reynolds, mais qu'il appelait simplement K, qui est le quotient entre le terme d'inertie et le terme de viscosité. Donc, on va les évaluer dans une certaine situation qui est la situation historique où Reynolds a fait des études dans les tuyaux et il a montré que le comportement, l'écoulement, son caractère laminaire ou turbulent ne dépendait pas séparément de la taille de la canalisation, ni de la vitesse, ni même de la viscosité ou de la masse volumique, mais de ce nombre sans dimension. Alors, ce nombre sans dimension, évaluons-le avant de décrire un petit peu ce qui se passe en fonction de la valeur du nombre de Reynolds. Donc, on a 2 fois la vitesse ici en ordre de grandeur, donc il peut s'agir d'une vitesse moyenne d'écoulement, calculée avec un débit volumique ou massique moyen. Ici, on a un gradient. Cela signifie que spatialement, on divise par une distance, et donc comme distance caractéristique, on va prendre le diamètre de l'écoulement, et que l'on va comparer donc avec état laplacien V. Donc le laplacien, tu sais que tu dérives 2 fois par rapport à l'espace. Donc d'un point de vue dimensionnel, on va avoir d au carré. Et pour évaluer ce laplacien, on voit bien que entre le centre de la canalisation et les bords pour lesquels la vitesse s'annule, la dérivée typique, la distance typique, c'est le rayon de la canalisation. Alors bon, on prend le diamètre, c'est du même ordre de grandeur. Et donc, on obtient le nombre de Reynolds, ρVd sur état, la viscosité dynamique, que l'on peut réécrire avec la viscosité cinématique, état sur ρ homogène à un coefficient de diffusion.
Donc ce nombre de Reynolds a montré expérimentalement que s'il est plus petit que 2000, quelle que soit la taille de la canalisation, quelle que soit la nature du fluide qui est dans cette canalisation, si on est capable d'évaluer ce nombre de Reynolds, tant qu'il est plus petit que 2000, l'écoulement est laminaire. C'est-à-dire que les particules de fluide ont des trajectoires rectilignes qui ne se mélangent pas les unes des autres. Si elles sont plus grandes que 4000, eh bien, on a un écoulement turbulent, donc on peut avoir des petits tourbillons plus ou moins importants quand on augmente le nombre de Reynolds. Entre les deux, on a un peu une zone de transition laminaire turbulent. On peut avoir un écoulement laminaire pour un nombre supérieur à 2000, mais on peut aussi avoir un écoulement turbulent. L'écoulement laminaire est un peu instable. On va maintenant parler de la notion de couche limite autour d'un obstacle, parce que c'est cette notion importante qui permet de rendre pertinente la notion de fluide parfait pour lequel on néglige la viscosité. Donc j'ai dessiné un obstacle, une sphère par exemple, donc plongée dans un écoulement. On se place dans le référentiel de la sphère, donc c'est le fluide qui vient vers la sphère. Et expérimentalement, on observe que autour de l'obstacle, en aval, on a une zone d'épaisseur delta sur laquelle progressivement la vitesse passe de 0 à cause des conditions d'adhérence des particules de fluide sur l'obstacle qui est immobile. Donc ça veut dire que les particules de fluide qui le touchent ont une vitesse nulle et cette vitesse augmente progressivement jusqu'à une vitesse qui est de l'ordre de grandeur de la vitesse à l'infini sur l'obstacle. Et donc c'est cette couche de plus ou moins grande épaisseur, généralement assez faible, dans laquelle se manifeste la viscosité, donc qu'on appelle la couche limite. Alors, pourquoi on peut dire que la viscosité se manifeste? Justement, parce que les gradients transversaux de vitesse, de quantité de mouvement sont importants, puisqu'on passe d'une vitesse nulle à une vitesse caractéristique de l'écoulement sur une épaisseur relativement faible. Et donc, dans la couche limite, on ne peut pas considérer que le fluide a une viscosité négligeable. Celle-ci joue un rôle important. Alors pour caractériser cet écoulement, on peut définir deux nombres de Reynolds, suivant qu'on prend comme distance caractéristique la taille de l'objet ou l'épaisseur de la couche limite. Donc celui qu'on qualifie généralement de nombre de Reynolds, c'est le nombre de Reynolds global, dans lequel on a fait intervenir la taille de l'objet. Et le nombre de Reynolds local, lui, va caractériser plutôt ce qui se passe à l'intérieur de la couche limite. Est-ce qu'elle est laminaire? Est-ce qu'elle est turbulente? Donc on fait apparaître cette épaisseur de la couche limite. Donc je disais tout à l'heure que c'est cette notion-là qui permet de rendre pertinente la notion de fluide parfait pour lequel on néglige la viscosité. Donc quand on la néglige, l'équation de Navier-Stokes devient l'équation de l'air qui va mener aux équations de conservation très utiles, les différentes relations de Bernoulli. Donc, à l'extérieur de la couche limite, les gradients de vitesse sont peu importants, ce qui fait qu'il y a peu de frottement entre les couches de fluide entre elles. Alors, le fluide, il a la même viscosité que dans la couche limite, mais cette viscosité ne se manifeste pas. Et donc, c'est pour ça qu'on peut la négliger et qu'on parle de fluide parfait. Donc, le fluide est parfait à l'extérieur de la couche limite et il est réel, visqueux, dans la couche limite. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est de pouvoir quantifier un petit peu l'épaisseur de cette couche limite à l'aide du raisonnement suivant. Puisque dans la couche limite, c'est le terme de viscosité qui domine et qu'à l'extérieur de la couche limite, c'est le terme inertiel, le terme de transport convectif de quantité de mouvement qui domine, on comprend qu'à la frontière ici de la couche limite, les deux termes sont du même ordre de grandeur. Et c'est ce qui va nous permettre d'évaluer le lien entre L ou R, la taille de l'objet, et l'épaisseur de la couche limite. Donc on va simplement écrire en ordre de grandeur que ce terme inertiel, alors attention, la difficulté c'est que la distance caractéristique qu'il faut prendre dans le gradient, c'est bien le terme de taille globale de l'obstacle, alors que de l'autre côté, pour le terme de viscosité, il faut prendre l'échelle de distance sur laquelle la vitesse va varier notablement, c'est-à-dire l'épaisseur de cette couche limite, donc c'est-à-dire petit delta. On en déduit cet ordre de grandeur-là. Alors, j'ai volontairement pas tout à fait fini le calcul pour le faire ensemble. Donc, on va diviser en haut et en bas par L pour faire apparaître un rapport sans dimension. Et ici, on voit que
on a 1 sur le nombre de Reynolds global, R vaut L, hein, c'est le rayon de la sphère, qui apparaît. Et donc on aura delta donc est égal à L divisé par racine du nombre de Reynolds global. Sachant que ce nombre de Reynolds en des conditions usuelles vaut souvent plus de 1000 ou 10 000 ou 100 000, on voit bien que l'épaisseur de cette couche limite est très petite devant la taille de l'objet, la taille caractéristique de l'objet. On peut même aller plus loin, on peut également évaluer le lien qu'il y a entre le nombre de Reynolds local et le nombre de Reynolds global, donc en remplaçant la valeur de delta là-dedans. Donc rho V infini sur eta L sur racine de nombre de Reynolds global. Et là, on reconnaît encore une fois le nombre de Reynolds, donc divisé par le nombre de Reynolds, ça fait racine du nombre de Reynolds global. Alors, on exploitera tout à l'heure cette relation. On mentionnera simplement pour expliquer la transition laminaire turbulente de la couche limite. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que même si le nombre de Reynolds global vaut par exemple 10 puissance 6, ça veut dire que l'écoulement en dehors de la couche limite est très largement turbulent. Le nombre de Reynolds local vaut à peu près 10 puissance 3, ce qui correspond dans l'exemple qu'on a donné dans les conduites cylindriques avec cette valeur de 2000, 1000, 2000, c'est à peu près le même ordre de grandeur, à la valeur d'une transition laminaire turbulente de la couche limite. Donc cela signifie que quand le nombre de Reynolds global dépasse 10 puissance 6, on peut s'attendre à ce que la couche limite, elle aussi, subisse une transition laminaire turbulente. Et cette transition peut être avantageuse parce qu'une couche limite turbulente va beaucoup mieux adhérer à l'obstacle. Et on verra tout à l'heure que voilà, ça va limiter ce qu'on appelle le coefficient de traînée. Par rapport à le coefficient de traînée, donc la force de frottement qui s'exerce sur l'obstacle. Donc ça peut être avantageux d'avoir une couche limite qui soit turbulente plutôt que laminaire. Et pour provoquer cette transition, on peut mettre des aspérités sur la sphère. Donc c'est pour ça que les balles de golf sont alvéolées, par exemple, ou que les balles de tennis également ont un liseré qui rend la surface irrégulière pour que le fluide puisse adhérer davantage à l'objet. Nous allons maintenant décrire le comportement de l'écoulement autour d'un obstacle lorsqu'on augmente le nombre de Reynolds. Et cet obstacle, c'est une sphère de rayon R. Donc, c'est vraiment ce nombre de Reynolds sans dimension qui caractérise la nature de l'écoulement. Et je le répète, pas seulement la vitesse ou la taille de l'objet ou la viscosité du fluide considéré. Donc, quand le nombre de Reynolds est très faible, on a un écoulement rampant où c'est la viscosité qui domine. Donc on a un écoulement avec des lignes de courant réversibles, symétriques par rapport au plan de l'objet. Donc un écoulement assez difficile à obtenir. Il faut vraiment qu'on soit dans des conditions très très lentes. L'écoulement le nombre de Reynolds est de l'ordre de 20. On commence à avoir des tourbillons de recirculation qui se créent. Quand on augmente encore le nombre de Reynolds, donc ici on est à 100, on a des allées alternées de tourbillons dans un sillage alors c'est ce qu'on appelle l'allée de Bénard von Karman, les tourbillons. Quand on augmente encore le nombre de Reynolds, donc là on est entre 300 et 10 puissance 5, donc on a un sillage de plus en plus important et donc un comportement turbulent ici de la couche limite qui a décollé de plus en plus marquant. Et c'est encore le cas donc quand le nombre de Reynolds augmente. À fort nombre de Reynolds, on peut aussi observer éventuellement un recollement de la couche limite, donc qui passe, comme on l'a dit précédemment, d'une couche limite laminaire à une couche limite turbulente, ce qui permet donc de recoller un petit peu plus à l'objet. Alors évidemment, ces comportements qualitatifs sont transposables à d'autres objets que la sphère et c'est pour ça qu'ils sont intéressants. Donc nous sommes toujours en train de parler de l'importance du nombre de Reynolds pour caractériser l'écoulement autour d'un obstacle. Et donc là, il s'agit de caractériser ce qu'on appelle la force de traînée, c'est-à-dire la force collinéaire à la vitesse à l'infini donc du fluide par rapport à l'obstacle. Alors il existe une force de portance, par exemple sur une aile d'avion, qui elle serait perpendiculaire, qui est bien sûr très intéressante aussi, perpendiculaire à l'écoulement, mais nous on s'intéresse à cette force de traînée qui est la résistance à l'air. Donc la question c'est de savoir, quand cette sphère est plongée, et plus généralement un objet quelconque, est-ce qu'on peut considérer que la force de frottement est
comme les forces de frottement fluide qu'on introduit très souvent en disant que c'est une force en moins HV, c'est-à-dire proportionnelle à la vitesse, ou alors on sait aussi intuitivement que quand la vitesse est plus grande, il faut plutôt prendre une force quadratique, c'est-à-dire une force en V carré. Et tout cela, on va le voir, est modélisé à l'aide du nombre de Reynolds. Donc expérimentalement, voilà ce dont on s'aperçoit. Donc si on fait un graphe, alors tout d'abord, on va définir ce qu'est le coefficient Cx sans dimension. Donc cette force de traînée peut s'écrire à l'aide de ce coefficient sans dimension Cx, F égale 1/2 de rho Cx S V infini carré. Qu'est-ce que c'est que S? Donc S, c'est ce qu'on appelle le mètre couple, c'est-à-dire c'est la projection de l'objet dans la direction perpendiculaire à l'écoulement. Donc si par exemple il s'agit d'une sphère, pour la sphère, eh bien, on verra un disque de rayon R. Et donc S, ce sera pi r carré tout simplement. Et on peut généraliser cette définition à la forme de n'importe quel obstacle. Et donc voilà la définition du coefficient Cx. Alors il y a un petit peu un piège dans cette formule parce qu'on a l'impression que la force serait toujours proportionnelle à V carré. Mais attention, expérimentalement, donc on s'aperçoit que Cx est exclusivement une fonction du nombre de Reynolds. Mais Cx n'est pas constant pour tous les nombres de Reynolds comme on va le voir. Et donc expérimentalement, voilà ce qu'on a. Donc si on trace le log décimal de Cx en fonction du log décimal de Re, donc la log décimal de Cx qui vaut 0, donc Cx vaut 1, donc là Cx vaut 10, Cx vaut 100, etc. Donc le log de Re, donc ici le nombre de Reynolds vaut 1, ici il vaut 10, 100, 1000, etc. Donc ce sont bien les logs décimaux qu'on a représentés. On s'aperçoit qu'on a une chute du coefficient Cx quand le nombre de Reynolds augmente. On a un plateau et on a encore une chute. Alors on peut séparer cette courbe en 4 zones caractéristiques de comportement. Tout d'abord, quand le nombre de Reynolds est plus petit que 1, alors on s'aperçoit que le Cx est inversement proportionnel au nombre de Reynolds, ce qui veut dire que sur cette courbe-là, la pente de cette droite ici vaut moins 1. Et si on reporte la valeur expérimentale 24 sur le nombre de Reynolds dans la définition du Cx, eh bien on trouve ce qu'on appelle la formule de Stokes, c'est-à-dire que la force de traînée, si pi r est à v, est bien une force de frottement fluide, c'est-à-dire proportionnelle à la vitesse et non pas proportionnelle à la vitesse au carré, puisqu'il y a cette dépendance cachée de la vitesse dans le Cx. Et donc on retrouve cette force dite de frottement fluide que l'on connaît bien. Mais on voit que c'est dans des conditions assez limitées, un nombre de Reynolds très petit. Il y a une deuxième zone caractéristique, c'est ce plateau. Quand le nombre de Reynolds est compris entre à peu près 1000 et 1 million, donc là on voit que le Cx est quasi constant, ce qui fait que eh bien, cela signifie que la force de frottement est quadratique. C'est très souvent la situation pour des écoulements de la vie courante, des automobiles, etc. Donc, quand on généralise cette notion à autre chose qu'une sphère, il y a une zone intermédiaire, ici, la zone 2, pour laquelle on n'a pas de comportement bien caractéristique. C'est une zone intermédiaire entre la zone 1 et la zone 3. Et puis, quatrièmement, donc, il y a cette chute à très fort nombre de Reynolds encore de la traînée, donc du coefficient Cx, c'est ce qu'on appelle la crise de traînée, que l'on peut, comme on l'a expliqué avec la couche limite tout à l'heure, que l'on peut interpréter comme étant une transition laminaire turbulente de la couche limite. Et donc, c'est ce qui permet à la couche limite de réadhérer davantage à l'objet, ce qui fait que le Cx, le coefficient de traînée, la force de frottement, va diminuer. Alors, dernière chose dont j'aimerais parler, ce sont les conditions aux limites sur les objets. Donc, ce qu'on a vu ensemble, c'est que donc, la couche limite existe sur une faible épaisseur delta. Donc, si on considère que le fluide est réel, qu'il est visqueux, fluide réel, c'est-à-dire visqueux, eh bien, il y aura adhérence de la particule de fluide. Et donc, si on est dans le référentiel de l'obstacle, la vitesse perpendiculaire sera nulle, c'est-à-dire la vitesse normale, et la vitesse parallèle également à l'obstacle sera nulle. Donc, le fait que la vitesse tangentielle s'annule, ça, c'est véritablement l'expression d'une condition d'adhérence. Si au contraire, on considère que le fluide est parfait, c'est-à-dire qu'on néglige l'épaisseur delta de la couche limite, qui est très souvent assez faible,
eh bien, on ne sera plus obligé d'imposer cette condition V parallèle égale à 0. Simplement, on va imposer une condition de non-pénétrabilité du fluide dans l'obstacle. Et donc, pour un fluide parfait, sous-entendu, on néglige l'épaisseur de la couche limite et on se place directement à l'extérieur de celle-ci, eh bien, on aura juste donc V perpendiculaire égale 0. Et c'est comme ça que dans certains exercices, on se retrouve avec une vitesse tangentielle non nulle sur l'obstacle. Mais donc, il ne faut jamais perdre de vue que c'est parce qu'on a négligé l'épaisseur de la couche limite.